2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme. Mythes et complots. D'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Avec Christian Page. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Ça fait peur, Christian. C'est la musique de Shining avec Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui fait plus peur? Les deux. C'est l'association. Il sort de sa tombe. Oui. Alors, c'est cette semaine, tu veux nous parler du nouvel ordre mondial et le groupe Bilderberg. C'est un auditeur qui t'a écrit. Oui, effectivement. Et le nouvel ordre mondial, c'est le plus grand de tous les complots. Donc, aujourd'hui, on s'attaque à ce qu'il y a de plus grand. Donc, qu'est-ce que c'est que ce nouvel ordre mondial? En fait, c'est un discours, une expression plutôt que l'on retrouve de plus en plus dans le discours des hommes politiques. Ça représente quoi? Dans la bouche des hommes politiques, ça semble représenter un concept assez flou d'une sorte d'entraide internationale, d'une ouverture vers la collaboration entre les grandes nations. Mais évidemment, pour les amateurs de conspiration, le nouvel ordre mondial, c'est tout autre chose. Le nouvel ordre mondial, dans la bouche des conspirateurs, c'est l'idée de mettre en place une sorte de régime, un gouvernement totalitaire qui gouvernerait tout et qui serait centralisé avec un seul gouvernement, une seule devise, et bien sûr, auquel nous, le peuple, on n'aurait pas beaucoup de notre mot à dire. En fait, c'est un scénario un peu à la George Orwell, on se rappelle ce roman 1984, qui décrivait un peu ce scénario tout à fait totalitaire, rien de très jojo finalement. Et bien sûr, pour les amateurs de conspiration, pour que ce nouvel ordre mondial puisse se mettre en place, il faut des architectes, il faut des joueurs, et ce sont de ces joueurs-là qu'on va parler aujourd'hui. On va essayer de démêler tout ça. Ouais, pas besoin de poète ou d'artiste là-dedans, là. Non, absolument pas. On n'a rien à foutre de ça. On veut des banquiers, des avocats, des médecins, des gens qui ont du pouvoir. T'as mis le doigt dessus. Mais avant d'aborder qui sont les joueurs de ce nouvel ordre mondial, je vais te demander de faire preuve un peu d'imagination. Ah ben là. Alors, imagine-toi une grande capitale du monde occidental, New York, Londres, Paris. Berlin. Imagine-toi également des réunions à huis clos où se retrouveraient une centaine d'individus parmi les plus gros bonnets du monde de la finance ou des arts, ou en fait de toutes les grandes activités là, humaines. Et ces gens-là se réunissent à huis clos. On ne sait rien de leur réunion. Ils arrivent avec des véhicules blindés, avec des vitres pare balles et tout ça sous l'œil discret d'un service de sécurité digne d'un président des États-Unis, et jamais les médias en parlent. Évidemment, quand je te présente ça comme ça, tu me dis, wow, ça c'est un scénario à la... Mais ça ressemble à Davos. Oui, ça ressemble à un scénario tiré d'un roman de Tom Clancy ou de John le Carré. Et pourtant, ici, la réalité dépasse la fiction. De telles réunions existent, elles se produisent chaque année sur une base annuelle et elles sont dirigées par un petit groupe qu'on appelle le groupe Bilderberg ou les Bilderbergers. En fait, ces réunions existent depuis 1954. À l'époque, c'était l'initiative d'un groupe d'individus, en particulier un individu qui s'appelait Joseph Rottinger, qui était un diplomate polonais. Et au moment où Rottinger décide de faire ces réunions-là, il faut se rappeler, on est en 1954, c'est l'avènement, c'est le communisme qui s'installe et on a peur du communisme. En fait, faut pas se le cacher, la guerre froide va être le principal architecte des grandes décisions politiques de la deuxième moitié du 20e siècle. Alors ce type, Rottinger, avec d'autres individus, dont le milliardaire David Rockefeller, s'interroge un peu, ont peur de l'avènement de ce communisme et décide de créer un groupe d'individus qui vont se réunir pour parler en fait de ce problème du communisme et comment le contrecarrer, créer en fait une alliance entre l'Europe et l'Amérique. Cette première réunion-là se tient donc en 1954 à l'hôtel Bilderberg à Oostbeek en Hollande. Donc, du nom de cet hôtel, Bilderberg, on va parler du groupe Bilderberg ou des Bilderbergers. Depuis 1954, donc, ce groupe a instauré des réunions annuelles. On a vu leur rang se gonfler de quelques individus qu'ils étaient à l'époque. Aujourd'hui, on parle toujours d'à peu près 130 individus. Ils se réunissent une fois l'an, généralement entre le mois de mai et le mois de juin. Leur réunion se tient durant 4 jours, entre le jeudi et le dimanche. Ça se tient dans les grands hôtels de ce monde, où on bouffe du caviar et des petits pains, et bon. Et on discute apparemment, parce que bon, évidemment, la tangente a changé. Le communisme n'existe plus à toute fin pratique. Et là, l'orientation des discussions tourne autour des grands problèmes de ce monde. Comment peut-on régler les grands dossiers socio-économiques du monde?
c'est à ce moment-ci que Larry aurait dû nous faire entendre un petit coup de violon, là. Parce que ça nous tire un peu les larmes, hein, oh mon Dieu. Ben oui. Et ces gens-là, on parle ici de 130 individus à peu près, les plus gros bonnets de la planète, les hommes les plus influents, qui viennent à peu près de tous les domaines de l'activité humaine, hein. La politique, qu'ils viennent du monde de l'économie, de la finance, des arts, de la science, etc. Et on discute, évidemment, en secret, à huis clos, des grands dossiers de ce monde. Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Ah, là, tu marques un point dans le sens que on ne sait pas grand-chose de ce groupe des Bilderberg ou Bilderberger. En fait, tout ce qui les concerne se fait un peu dans le secret. On apprend, l'endroit où ils tiennent leur réunion n'est pas trop secret. La liste des membres non plus. On peut se la procurer assez facilement. Maintenant, quel est le contenu de ces réunions-là? Qui sont-ils exactement? Doit-on parler de membres ou doit-on parler de participants? Parce que, bon, par exemple, en 2003, lors de la réunion Bilderberg, qui s'est tenu en banlieue de Paris, à Versailles, était présent le chef de l'opposition canadienne, Stephen Harper. Stephen Harper est-il un membre des Bilderberg ou était-il simplement un participant? Donc, il faut faire un peu attention. On ne sait pas trop comment tout ça fonctionne, qui dirige le groupe, etc. Mais c'est sûr qu'on retrouve là-dedans des individus importants. Ils se réunissent apparemment pour parler des grands problèmes de ce monde. Ils le font chaque année. Et visiblement, il y a une sorte de politique du silence sur les médias parce qu'on n'est jamais au courant vraiment de ce qui se passe ou de ce qui se fait. Et évidemment, la presse est tenue à l'écart. Évidemment, ça peut paraître tout à fait étonnant quand on pense à ça. 130 individus importants qui se réunissent à un endroit, arrivent dans des véhicules blindés et les médias, apparemment, n'en savent rien. Donc, il faut fermer les yeux volontairement. Ouais, absolument. Alors, on peut se demander quel est réellement l'objectif de tous ces individus. Pourquoi font-ils tout ça? Apparemment, le communiqué, lorsque des communiqués nous arrivent de ce groupe des Bilderberg ou Bilderbergers, lorsqu'un communiqué est émis, on nous dit que l'idée de maintenir le silence sur réunion, c'est pour permettre aux gens, aux participants, de pouvoir se réunir, parler à bâton rompu de ce qu'ils pensent, en dehors de toute contrainte d'ordre politique, économique et tout ça. Et évidemment, lorsque les réunions sont terminées, on se serre la pince et on se dit à l'an prochain. Il faut quand même dire, avant de parler de la vision maintenant, parce que ça, c'est une sorte de vision officielle, et il y a la vision des conspirationnistes, on va en revenir, et tu vas voir que même si c'est tordu, c'est peut-être pas aussi tordu qu'on peut l'imaginer. Mais avant de parler de la vision conspirationniste, il faut dire que le groupe Bilderberg, ou les Bilderbergers, ont quand même accouché de quelque chose, d'un petit rejeton. Au début des années 70, deux individus importants au sein du groupe Bilderberg, ou soit étaient-ils des participants ou sont-ils des participants? Il y a une sorte d'aura de mystère qui entoure tout ça. Donc, le milliardaire David Rockefeller et Henry Kissinger, qui, durant l'administration Nixon, a été secrétaire d'État, on doit le rappeler, ces gens-là ont créé au début des années 70 un groupe tentaculaire, si je peux m'exprimer comme ça, qui s'appelle la Commission trilatérale. Trilatérale parce que l'on voulait développer entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie du Sud-Est, développer des liens sociaux, économiques, mais surtout des échanges financiers. Et tout ça, ça a pris le nom de commission trilatérale. Les gens qui participent à Bilderberger vont dire oui, mais c'est pas vraiment une unité liée au groupe Bilderberg. C'est tout à fait vrai. Mais quand on sait que beaucoup de participants du groupe Bilderberg font également partie de la commission trilatérale et vice-versa, on voit obligatoirement qu'il y a un coulage entre les deux. C'est comme les G8 et G20. Voilà, à peu près. Le noyau se retire, puis c'est la commission trilatérale. Voilà. C'est face au groupe Bilderberg. Ouais. Et encore là, la commission trilatérale se réunit annuellement. Il y a des échanges, et encore là, le contenu de ces échanges, dois-je dire, sont gardés à peu près secrets. Okay. Et évidemment, tout ça, lorsque l'on parle du secret, bien sûr, on ouvre la porte aux idées de complot, on prête flanc à la critique. Parfait. Christian Page, on reste là. On revient après la pause avec la version complot du groupe Bilderberg.
On est avec Christian Page, le groupe Bilderberg ou le Nouvel Ordre Mondial, on appelle ça comme on veut. Et là, tu nous as parlé de la commission trilatérale qui serait comme le concentré du jus d'orange. Oui, c'est ça. C'est le pulpe du jus d'orange. Et il y a une version complot du groupe Bilderberg. Oui, absolument, parce que le groupe Bilderberg, comme je l'ai mentionné aujourd'hui, c'est toujours à peu près 130 participants qui se réunissent une fois l'an, apparemment, pour discuter des grands problèmes de ce monde. Mm-hmm. Le problème, évidemment, comme c'est fait dans le secret, il y a toute une vision un peu complot que les amateurs vont récupérer et évidemment vont tirer un jus ou un scénario à travers tout ça. Il y a un scénario assez tordu, mais qui, par certains aspects, n'est pas tout à fait aux côtés de la plaque. D'abord, les amateurs de complot disent toute cette histoire de discuter des grands problèmes mondiaux, tout ça, pour faire pleurer dans les chaumières, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la foutaise. La raison première, regardons comment les choses se passent. Elles se font en secret, ces gens-là se réunissent, et à la sortie de ces rencontres, pour discuter apparemment des grands problèmes de ce monde, ils ne publient pas aucun compte-rendu des réunions. Ils ne publient pas non plus des recommandations qui pourraient éventuellement être entérinées par des gouvernements pour prendre des décisions. En fait, ces gens-là ne font absolument rien. Il n'y a même pas un suivi au lendemain de ces rencontres, si ce n'est peut-être sur des bases personnelles. Mais le groupe Bilderberg n'entretient pas l'idée de maintenir un échange entre les participants au-delà de cette rencontre annuelle qui dure 4 jours. Donc, c'est hermétique, c'est fermé, c'est clos. Et c'est entre eux. Voilà, absolument. Et là, évidemment, on peut se poser à quoi ça sert. C'est un peu comme si on faisait une commission Bastarache, mais à la fin des travaux, on ne publie rien. Alors, ça sert à quoi? C'est ce qui risque d'arriver. Oui. Peut-être font-ils partie du complot du Nouvel Ordre Mondial. Peut-être. Donc, tu vois, c'est un peu cette vision-là. Et s'il fallait aller au-delà de ça pour s'en convaincre, il suffit de regarder le nom de ces participants. Je t'ai remis en début d'émission la liste des participants de la réunion Bilderberg de 2006 qui s'est tenue à Kanata, donc en banlieue d'Ottawa. Et quand on regarde la liste des membres, on retrouve des noms qu'on connaît bien. On pense par exemple à Paul Desmarais Jr. De Power Corporation. On retrouve également Frank McKenna, l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick. On retrouve également des gens comme Henry Kissinger, qui a été, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, secrétaire d'État dans l'administration Nixon, et le milliardaire David Rockefeller. Et puis bon, on a toute une liste comme ça. Sur cette liste-là, n'apparaît aucun émule de Mère Teresa. Hein? Bon, Pop, il est pas invité. Pop n'est pas invité là. Non, pas tellement. Donc, on peut s'interroger, c'est quoi l'idée finalement, si c'est d'écouter ou d'échanger autour des grands problèmes socio-économiques, pourquoi est-ce que ces gens-là n'apparaissent pas dans cette liste-là? Ta liste ressemble beaucoup à une liste d'hommes blancs qui ont beaucoup de pouvoir ou beaucoup d'argent. Effectivement. Donc, si on n'a pas là-dedans un émule de Mère Teresa, on a toutefois 130 individus qui viennent des milieux de la politique et de la finance, des individus très importants qui ont le pouvoir de faire fléchir les décisions des gouvernements auxquels ils sont liés ou auxquels ils appartiennent par la bande, si je peux dire. Évidemment, lorsque l'on propose ce scénario aux gens Bilderberg, ils vont prétendre non, ce genre de truc n'arrive jamais. Ah, évidemment, faut pas être plus saint que le pape lui-même. Ouais. Alors donc, l'idée qu'il n'y ait pas un peu en dessous, c'est un peu comme la nomination des juges. On nous dit qu'il n'y a pas de pression faite sous-jacente à ça. Mais bon, on le voit, on débouche aujourd'hui sur la commission Bastarache. On peut s'interroger sur le coulage qu'il peut y avoir à travers une réunion, à des réunions comme celle du groupe Bilderberg. Ensuite de ça, qui dirige ces gens-là? Parce que c'est ça la grande question. Si ces gens-là se réunissent, si ces gens-là dirigent cette commission-là, quel est leur objectif et qui sont-ils? D'abord, l'objectif. Pour les amateurs de conspiration, là aussi, on a un scénario. En fait, l'idée de ce nouvel ordre mondial, c'est de créer une sorte d'État féodal comme celui qu'on avait au Moyen Âge. Et puis là, évidemment, disparition de la classe moyenne. D'ailleurs, les amateurs de conspiration rappellent que toutes les politiques économiques des 20 ou 30 dernières années, que ce soit en France, en Amérique, au Canada, visent toujours à affaiblir la classe moyenne. Donc, disparition de la classe moyenne, abolition des frontières nationales et régionales, mise en place d'un gouvernement unique, d'une monnaie unique et installation d'un échange entre maîtres et esclaves, les maîtres étant les mieux nantis de ce monde et les esclaves, toi et moi. Donc, c'est un peu le scénario que proposent les amateurs de complot. C'est cette idée du nouvel ordre mondial. Mais qui est à la tête de ça? Qui serait à la tête? Qui organise? Tu sais, un party de 130 personnes, là, ça prend des petits sandwichs à couper en quartier et pas de croûte, hein? Absolument. Alors là encore, les amateurs de conspiration ont la réponse. En fait, ils nous proposent un organigramme de forme pyramidale qui est calqué, en fait, sur le grand sceau des États-Unis qu'on retrouve derrière le dollar. Hein?
Hein. Donc, comparons ça à un jeu d'échecs. On a d'abord les pièces du jeu. Les pièces du jeu seraient composées d'à peu près 500 individus, lesquels sont les membres du groupe Bilderberg ou encore de la commission trilatérale. Donc ça, ce sont nos pièces de jeu. Il y a ensuite les joueurs qui poussent les pièces. Ceux qui poussent les pièces seraient un petit groupe d'à peu près une quinzaine d'individus appelé l'incunabula. Donc, voilà le nom. Le quoi? L'incunabula. Donc, un groupe d'une quinzaine d'individus qui, eux, seraient les joueurs. Donc, ceux qui déplacent les pièces. Ces gens-là, évidemment, seraient soumis à l'échelon supérieur. Donc, un groupe d'individus, des francs-maçons de haut niveau, une trentaine d'individus. Et ces individus, ces francs-maçons eux-mêmes, seraient liés au sommet de la pyramide. Rappelons-nous ce sceau que l'on retrouve sur le dollar américain avec son pyramidion qui est au-dessus de la pyramide avec l'œil qui voit tout. Ben, ce petit groupe qui forme le pyramidion serait 13 individus représentant 13 familles liées entre elles de façon familiale, donc de façon génétique, et ces gens-là seraient les Illuminati. Donc, voilà le scénario que nous proposent les amateurs de conspiration. Tu nous as déjà parlé des Illuminati. Oui, absolument. Donc, les Illuminati est un petit groupe qui serait né en Bavière au début, en 1776. C'était une initiative, en fait, d'un professeur de théologie qui voulait opposer le savoir, la connaissance scientifique à la connaissance, disons, religieuse. Il décriait un peu la religion comme étant une forme d'obscurantisme. Et rapidement, ce petit groupe a vécu pendant quelques années, publiait des pamphlets qui dénonçaient les activités de l'Église. Et finalement, par les têtes dirigeantes de Bavière, ce groupe a été interdit, a dû se disparaître. Et les amateurs, les tenants de la conspiration soutiennent que ces Illuminati auraient continué à vivre et à évoluer à travers des loges maçonniques jusqu'à aujourd'hui. Ils formeraient l'élite même de la franc-maçonnerie. Autrement dit, tous les francs-maçons ne sont pas des Illuminati, mais tous les Illuminati, eux, sont des francs-maçons. Mais là, le lien avec Bilderberg, est-ce qu'il est direct ou c'est une influence, c'est une façon de faire, c'est quoi? Encore là, comme je l'ai mentionné, comme tout ça se fait dans le secret, on est ici dans le flou. Donc, à en croire les conspirationnistes, le monde est dirigé par une organisation pyramidale à la tête de laquelle se trouvent les Illuminati, ensuite un groupe de francs-maçons très puissants et ensuite des gens qui, sur le terrain, mettent en place des politiques qui vont changer la face du monde, à leur profit, bien sûr, et ces groupes sont Commission trilatérale ou le groupe Bilderberg. Mais est-ce qu'on a des preuves, peut-être pas des preuves, mais est-ce qu'on a des résultats de ces rencontres-là? Est-ce qu'on voit des décisions qui ont été prises ou des influences qui ont été pratiquées? Rien. Parce que le groupe Bilderberg, encore là, lorsque l'on essaie de s'adresser à des gens, des membres qui ont participé à ces réunions, puis là, je dis membres, mais il faut toujours parler, on marche toujours sur des œufs lorsque l'on parle de membres, parce qu'on ne sait pas trop, est-ce qu'il s'agit de membres ou est-ce qu'il s'agit de participants? Et lorsque l'on regarde tout ça, les communiqués qui nous arrivent, c'est que non, il n'y a pas d'influence, non, il n'y a pas de décision prise, ce ne sont simplement que des réunions de gens bien intentionnés, qui se réunissent pour parler des problèmes socio-économiques à travers le monde et qui, en tous et chacun, chez eux, décident de prendre des décisions qui éventuellement pourront aider à améliorer le sort de l'humanité. Quand tu vois que le président de Shell est à la table. À la table du groupe Bilderberg. Pas sûr que ce soit les personnes parfaites pour sauver l'humanité. Effectivement, encore là, on en revient à ce scénario assez tordu des amateurs de conspiration, mais qui, par certains aspects, fait sens. Ces gens-là ne sont peut-être pas des émules de Mère Teresa, des humanistes, même si c'est vrai que Kissinger, il y a quelqu'un qui m'avait fait remarquer un jour, oui, mais Kissinger a quand même reçu le prix Nobel de la paix pour avoir été l'un des apôtres de l'union, en fait, de la fin de la guerre du Vietnam. C'est vrai, mais aujourd'hui, il dirige un groupe, le Kissinger Association, qui, elle, voit établir des liens économiques et financiers à travers le monde. Donc, ce ne sont pas forcément des gens qui sont reconnus pour leur grandeur d'âme humaniste, mais ce sont des gens importants, des financiers qui réussissent ou qui pourraient, dans l'ombre, faire tirer des ficelles, qui pourraient faire plier ou forcer certains gouvernements à prendre des décisions. Mais quand tu vois, Christian, à Davos, là, les grands pouvoirs économiques qui se rencontrent, les grands pouvoirs politiques, tu te dis, c'est sûr qu'il y a un gouvernement autoproclamé au-dessus de notre tête.
moi, je suis pas très tenant de la théorie du complot, mais c'est sûr que quand on regarde l'ensemble de tout ça, moi, j'ai peine à croire. Comme j'ai regardé à plusieurs reprises les listes des invités au gros Bilderberg, j'ai jamais vu le Père Noël, Blanche-Neige et les 7 nains non plus. Et je ne crois pas beaucoup que tout ça se fait essentiellement par grandeur d'âme. Merci Christian Page, merci à Larry, à François et à Maryse. Merci à vous d'avoir été là. Il y a Jean Pagé qui suit après les infos de Chorus Québec. À demain midi.